Bonjour, merci d'être là. Alors on a parlé ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de reproduction, c'était un peu pas toujours très poétique. Et donc aujourd'hui on va parler du résultat de la reproduction. Et donc des peuplements humains et de la façon dont ils évoluent au cours du temps. Alors évidemment, je voudrais tout de suite vous dire que je ne suis pas un démographe, ni même un paléodémographe, et qu'il y a des collègues, y compris au Collège de France, qui sont beaucoup plus savants que moi sur le sujet de la démographie. Mais d'un autre côté, c'est très important de garder en tête cette histoire de taille de population et d'évolution des populations dans l'espace, dans le temps. Même d'un point de vue, strictement de l'évolution biologique des hominines. Et puis aussi, j'en dirai peut-être un mot à la fin de mon intervention, de leur évolution culturelle. Alors la démographie, enfin le terme de démographie recouvre en fait énormément de choses. Évidemment, la première notion qui vient à l'esprit, c'est la notion de taille des populations et de distribution des populations. Et donc, ça, on va en parler un petit peu et on va essayer de voir comment on peut résoudre ou tenter de résoudre cette question quand il s'agit d'un passé très lointain. Et puis, évidemment, cette notion de taille de population, elle s'applique à des échelles différentes. C'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir combien il y avait d'hominines il y a 1 million d'années ou il y a 50 000 ans sur Terre. Mais peut-être ce qui est plus intéressant et dans le fond qui nous informe plus sur les conditions de vie des hommes du passé, surtout du passé lointain. Enfin, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est la taille des populations locales, c'est-à-dire un groupe de Néandertaliens ou un groupe de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, c'était combien d'individus? Et puis ces individus, ils évoluaient sur un territoire de quelle taille? Et une zone géographique comme la France ou l'Europe occidentale, c'était combien d'individus? Peut-être que ça nous parle plus et que ça nous informe plus aussi que de parler de taille de la population mondiale. Puis après, il y a d'autres sujets qui sont plus ou moins faciles à aborder quand il s'agit de la préhistoire et qui tiennent non plus à la taille des populations, mais plutôt à leur structure, c'est-à-dire l'espérance de vie, la proportion homme-femme, enfin le sexe ratio au moins à la naissance, comment se présente la pyramide des âges. Donc là, déjà, c'est un sujet qui est assez, vous allez le voir, assez compliqué à résoudre. Plus on recule dans le passé. Et puis ensuite, il y a des tas d'autres sujets connexes qu'on peut plus ou moins aborder, notamment les stratégies maritales, les stratégies de reproduction. Vous vous souvenez, on a parlé de ça à propos des primates, donc comment ça se passe. On sait comment ça se passe pour les hommes aujourd'hui, mais comment ça se passait autrefois, on aimerait bien le savoir. Donc voilà, en fait, je vous fais cette longue introduction pour vous dire que c'est quand même un peu un défi en un cours de vous parler de tous ces sujets à la fois, et on va plutôt les survoler, et je vous encourage à lire des articles. Alors, on a, en France, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont vraiment compté sur ces sujets de démographie, de paléodémographie. Je pense à M. Biraben, que j'ai vu dans ce cours d'ailleurs, il n'y a encore pas longtemps, je ne sais pas s'il est ici, qui a été vraiment un pionnier. Je vous montrerai une figure ou deux de ses articles. Il a écrit notamment un long article dans Population il y a des années, qui était vraiment un article fondateur. Et puis quelqu'un qui était un ami et qui est mort un peu prématurément, enfin on meurt toujours prématurément, mais lui plus prématurément que les autres, qui est Jean-Pierre Bocquet-Appel, qui a vraiment été quelqu'un qui a une influence
très au-delà de la sphère nationale, qui a publié énormément d'articles, et qui était un scientifique de premier plan, qui a travaillé aussi avec un autre paléoanthropologue qui s'appelait Claude Masset. Voilà, donc tous ces gens-là, c'est des gens dont il faut lire les travaux si vous voulez comprendre un peu le genre de problématiques qu'on se pose à propos de cette question de la démographie du passé ou de la paléodémographie. Alors on va commencer par le présent. Je vous montre cette carte juste pour vous montrer à quel point justement le présent est différent du passé. Cette carte vous montre la densité de population sur la Terre aujourd'hui. Et vous voyez qu'en fait, il y a quand même des très très grandes disparités de densité. On a un foyer asiatique, sud-asiatique, qui est très très densément peuplé. Hein. Bon, tout le monde connaît les tailles de population de la Chine ou de l'Inde. Donc c'est une région du monde avec le sud-est asiatique, l'Indonésie qui est extrêmement peuplée. L'Europe aussi a des densités de population très élevées, surtout là autour de la mer du Nord. Et puis après, quand on sort de ces deux zones-là, dans le fond, on se rend compte que le monde n'est pas si peuplé que ça. Enfin, ça peut faire sourire quand on connaît la taille de la population mondiale, mais dans les Amériques, finalement, c'est essentiellement la côte est des États-Unis, là, près de la frontière du Canada, et puis la côte ouest avec la Californie, qui sont assez peuplées. Le reste du continent est nettement moins peuplé. Et puis en Afrique, c'est essentiellement autour du golfe de Guinée, là, qui a aussi une zone qui est très, très densément peuplée. Alors évidemment, quand on se plonge dans la préhistoire, je vous remonte ce schéma que je vous ai déjà montré 1000 fois, disons qu'au-delà de 2 millions d'années, quelque chose comme ça, tous les hominines qu'on connaisse sont des hominines africains. Donc la carte que je vous ai montrée juste avant, vous pouvez l'oublier complètement, puisque en fait, tout le monde, si je peux dire, habite en Afrique, et ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a rien en Eurasie, il n'y a rien alors en Amérique, en Australie, j'en parle même pas. Ce sont des continents qui ont été peuplés très, très tardivement. Et donc, l'histoire évolutive des hominines, c'est une affaire africaine pendant très longtemps, et c'est une affaire africaine sur le plan donc de l'évolution des espèces, mais aussi évidemment sur le plan démographique, avec le cœur démographique dans le fond de notre groupe. J'insiste là-dessus parce que dans le fond, pour les périodes anciennes, on a tous à l'esprit que les australopithèques, les premiers hominines, tout ça vit en Afrique, mais c'est vrai aussi pour des périodes plus récentes de la préhistoire, disons pendant le Pléistocène moyen, pendant le Pléistocène supérieur. Dans le fond, la densité de fossiles qu'on a dans nos collections est pas très représentative, probablement, du poids démographique de cette Afrique, ces zones tropicales, disons, au-delà d'une période quand même qui est assez récente. Donc en Eurasie, en fait, on va trouver les premiers peuplements après 2 millions d'années, et vous voyez que les sites les plus anciens où on a reconnu des hominines hors d'Afrique, on est juste après 2 millions d'années, hein. De façon assez intéressante, vous voyez qu'ils sont quasiment tous alignés sur le 40e parallèle de latitude nord. Donc ce site du bassin du Nihewan en Chine, Ben ici, et puis quelques sites du sud de l'Europe qui sont un peu plus tardifs. Et c'est assez tard, finalement, après 1 million d'années, qu'on va commencer à trouver des hominines plus haut en latitude. Donc une distribution
des populations très très différentes dans le passé et aujourd'hui. Alors, l'évolution de la population, on la connaît bien pour des périodes récentes. Et voilà, vous avez sûrement vu cette courbe déjà pas mal de fois. Il y a un groupe aux Nations Unies qui s'occupe des affaires de population, d'estimation du peuplement de la Terre. Vous savez qu'on vient de passer 8 milliards d'êtres humains. Et cette courbe, elle a pris une allure assez vertigineuse ces derniers siècles, en fait, hein, puisque entre, disons, le début du 19e siècle et puis aujourd'hui, on est passé de 1 milliard à 8 milliards, hein, donc en 2 siècles, quoi. Donc c'est vraiment absolument spectaculaire. Alors, on peut faire des projections de cette courbe vers le futur. Il y a un scénario un petit peu, j'allais dire presque catastrophe, hein, qui prolonge cette courbe indéfiniment, donc 10 milliards, 12 milliards, 15 milliards, etc. Mais en fait, les scénarios les plus probables sont des scénarios qui sont des scénarios avec un palier d'ici la fin du siècle, autour de 10 milliards d'habitants, voire une décroissance de la population mondiale. Ce serait peut-être pas si mal que ça, finalement. Et comment dire, il faut bien comprendre que cette augmentation spectaculaire de la population mondiale, elle est liée à quelque chose que les démographes appellent la transition démographique. Alors, cette croissance et aussi cette stagnation prévue, voire cette décroissance. Alors, je vous parle un peu de ça parce que vous allez voir qu'on se pose la question de transition démographique aussi dans le passé. Et donc, la transition démographique, c'est quoi? C'est le fait que, au cours de l'histoire récente de l'humanité, un certain nombre de progrès qui sont essentiellement des progrès, d'une part, dans le domaine de la médecine, et puis d'autre part, du côté de la contraception, du contrôle des naissances, ont abouti à une situation où on a eu une baisse de la mortalité, notamment de la mortalité infantile. Donc les gens vivent plus vieux, les gens âgés, mais surtout les jeunes meurent beaucoup moins à partir du moment où ces progrès se mettent en place. Et puis ensuite, il va y avoir, alors on connaît ça en Europe déjà dès le XVIIIe siècle, hein, il va y avoir un contrôle des naissances, des moyens de contraception plus ou moins efficaces, maintenant très efficaces, qui vont se mettre en place. Alors vous me direz, s'il y a de la contraception, du contrôle des naissances, la population n'aurait pas dû augmenter comme ça de façon aussi spectaculaire. En fait, le problème, c'est qu'il y a un décalage chronologique entre la baisse de la mortalité et puis la baisse de la natalité. Hein, c'est ce décalage que vous voyez entre la courbe bleue et la courbe rouge. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est un moment assez long pendant lequel on meurt moins, surtout les enfants, mais on continue à avoir beaucoup d'enfants. Et donc ça, ce cocktail, si je peux dire, cette association, ça provoque une explosion de la taille des populations. Et puis une fois que le taux de natalité se met à baisser, et à ce moment-là, les choses se calment et on arrive à une sorte de palier. Donc on a un taux d'accroissement de la population qui connaît une espèce de bond pendant la transition démographique et qui ensuite se stabilise. Donc ça, c'est exactement ce qu'on observe dans les populations humaines récentes, actuelles, et c'est quelque chose qu'on observe absolument partout. C'est-à-dire que même dans les régions du monde où il y a encore une natalité très très forte, eh bien, on observe cette baisse de la natalité. Voilà ce qui se passe en Afrique, disons, ça c'est entre 1950 et puis 2020.
Et les projections indiquent que ça va continuer à descendre, comme cela s'est produit à peu près sur tous les continents. Et donc, c'est cette décroissance de cette courbe qui doit amener à une stabilisation, voire une décroissance de la population mondiale. Et vous voyez que c'est un petit peu ce que je vous racontais à propos du décalage entre la baisse de la mortalité et puis la baisse de la natalité. Il y a un décalage chronologique et manifestement, l'Afrique est un continent qui est, moins avancé dans cette transition démographique que d'autres continents. Et c'est pour ça qu'on s'attend, malgré cette sorte de stabilisation de la population mondiale, on s'attend à une augmentation très importante de la population africaine avant que tout ça ne se stabilise. Alors vous allez voir qu'une partie de ces préoccupations s'applique aux populations du passé, et notamment on pense qu'il y a eu dans le passé déjà une autre transition démographique différente, mais qui, dans le fond, pour laquelle ce modèle moderne nous donne des clés d'explication. On va repartir assez loin dans le passé, dans le Paléolithique, et je citais tout à l'heure les travaux de M. Biraben. Donc voilà un de ces articles de 2003, qui est un article de synthèse où il donne des estimations de taille de population pour différentes périodes du passé. Donc vous voyez, là on est, dans le Paléolithique moyen, vers 65 000, avec des populations qui sont, dont la taille évolue assez peu, en fait, qui sont relativement stables en termes d'effectifs. Alors là, on parle de population mondiale dans ces estimations-là. Et puis, des bonds, si je peux dire, successifs. Alors, un premier bond qui correspond un peu à on va appeler ça le Paléolithique supérieur en Europe. Et puis, alors, surtout, au cours de l'Holocène, avec le développement du néolithique, là, un démarrage de cette courbe un peu vertigineuse que je vous ai montré tout à l'heure pour les derniers siècles, mais c'est un phénomène qui s'enracine assez loin dans le passé. Alors comment Biraben, dans ses articles et dans ses travaux, fait ses estimations de population? Bien, d'abord, par la comparaison avec des populations actuelles de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une comparaison avec des populations actuelles de référence? En gros, on regarde quelle est la densité de population dans des zones où vivent des chasseurs-collecteurs dans des conditions de milieu qui sont un peu comparables à celles qu'on a pu connaître, par exemple, au Paléolithique. On s'est servi, par exemple, des densités de population en Alaska ou au Labrador, dans des régions comme ça, où on a des gens qui vivaient, il n'y a encore pas très longtemps, dans un milieu qui ressemble un peu au milieu qu'ont pu connaître des Néandertaliens pendant un épisode froid en Europe, ou même des populations du Paléolithique supérieur. Et donc, à partir de cette comparaison, on projette sur le passé ces chiffres, c'est-à-dire cette densité de population qu'on observe chez des chasseurs-cueilleurs en Alaska, on va l'appliquer à la taille de l'Europe et on va voir quels sont les chiffres qui sortent. En fait, vous allez voir, on a, depuis ces travaux pionniers, on a pas mal perfectionné, si je peux dire, le modèle, mais dans le fond, vous allez voir qu'on tourne toujours autour de chiffres un petit peu comparables. Par exemple, Biraben, dans ses travaux, estime la population pour les Néandertaliens au Paléolithique moyen en Europe, pour un pays comme la France, autour de quelques milliers d'individus. Un petit nombre de milliers d'individus. Je crois que c'est 3000 individus, quelque chose comme ça, avec une certaine incertitude.
Alors vous allez voir qu'on a utilisé d'autres méthodes, mais on arrive toujours un petit peu au même genre de chiffres. Alors il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées pour essayer d'estimer la taille des populations du passé et qui ont été des méthodes qui ont été proposées par des préhistoriens il y a longtemps déjà, Perroni, Maciejka, des gens comme ça. On dit ce qu'on va plutôt regarder, c'est la distribution des sites archéologiques, puis on va compter les sites archéologiques, et puis on va faire après des estimations en se fondant sur un certain nombre de paramètres, combien de gens peuvent vivre dans un site comme ça, quelle est la taille de leur territoire, etc. Évidemment, le problème de compter les sites archéologiques, c'est qu'il faut que les sites archéologiques soient là. Et donc, vous voyez bien que là, il y a quand même plusieurs biais qui se présentent. D'abord, il y a un biais de conservation. Il faut supposer que tous les endroits où des gens ont habité, je ne sais pas, il y a 20 000 ans ou 30 000 ans, sont conservés. Il suffit d'aller les fouiller, et puis on va pouvoir les détecter. Alors, ça peut être vrai pour des périodes récentes de la préhistoire où on a une assez bonne couverture, si je peux dire. Alors, une assez bonne couverture dans des régions où il y a une activité archéologique très intense, comme l'Europe. Il y a des régions où on n'en est pas là encore. Mais après, quand on remonte dans le passé, évidemment, il va y avoir vraiment un biais de conservation très important qui va se poser. C'est-à-dire que, dans le fond, plus on remonte dans le temps et plus les sites sont rares. Et ils sont rares, pas seulement parce qu'il y avait moins de monde, mais aussi parce qu'ils ne sont pas forcément conservés. Et en particulier, même en Europe, entre, par exemple, les périodes glaciaires et interglaciaires, on voit bien qu'il y a parfois des périodes qui sont peu favorables à la conservation des sites archéologiques. Et puis alors, récemment, ça donc du temps de Biraben, on n'en parlait pas trop, mais récemment, on a mis en avant des arguments qui sont tirés de la génétique des populations et puis de la paléogénétique, puisqu'on a des génomes de formes fossiles. Et alors on peut, vous allez le voir quand même avec certaines difficultés, tirer des informations de ces génomes sur la taille des populations et sur leur structure ou leur comportement. Alors sur l'aspect taille des populations, je serai assez critique, vous verrez, je vous en parlerai. Tout ça, ça donne des notions quand même assez vagues de la taille réelle des populations dans le passé. Par contre, sur les comportements, les mobilités, les comportements de reproduction, ça, on a des choses vraiment très intéressantes qui ont été publiées très très récemment. Alors, commençons par la densité des sites archéologiques. Voilà un exemple qui est tiré d'un travail de Jürgen Richter sur des sites archéologiques dans le nord de l'Allemagne, donc où il a recensé tous les sites que l'on connaît et il les a mis sur une carte. Alors une carte qui fait apparaître aussi des changements climatiques. Vous voyez par exemple ici l'avancée des glaciers il y a un peu plus de 40 000 ans sur le nord de l'Allemagne. Et alors, on voit qu'il y a au cours du temps des fluctuations très importantes du nombre de sites archéologiques. Et dans le fond, peut-être plus que le nombre de sites que l'on a, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est justement de voir ces tendances, soit l'augmentation, soit la diminution du nombre de sites archéologiques. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse à propos de ce travail de Richter, parce que son article a un titre assez amusant, où il dit, en gros, quitter la table de jeu au moment où on a les poches pleines. C'est juste la fin des Néandertaliens, c'est les derniers Néandertaliens. Et ce qu'il montre dans cet article, c'est que, contrairement à une idée qui est souvent diffusée, que dans le fond, les Néandertaliens, ils ont été remplacés il y a un peu plus de 40 000 ans parce que c'était des populations qui étaient en déclin, et puis les hommes modernes sont arrivés, puis hop, ils ont pris leur place. Mais en fait,
l'extrême fin du Paléolithique moyen en Allemagne, c'est là où on a le plus grand nombre de sites, la plus grande densité d'occupation dans le nord de l'Allemagne. Alors, une fois qu'on a décrit tous ces sites, la question c'est comment on accroche ça à des populations réelles, si je peux dire, et se pose la question de la taille des territoires occupés par ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, quand on parle de territoire, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, dans le fond, quel domaine géographique ces gens parcourent au cours d'un cycle qui peut être un cycle annuel, par exemple. C'est le cas de pratiquement tous les chasseurs-cueilleurs. Dans le fond, combien de surface il leur faut pour trouver leur subsistance. Mais vous voyez bien qu'il y a une déconnexion quand même entre le nombre de sites qu'on va voir et puis la taille des groupes et le nombre de groupes. Parce que manifestement, dans une situation où on a des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent dans un cycle, alors qui peut être un cycle régulier ou qui peuvent se déplacer de façon opportuniste, ou alors ils peuvent avoir un camp de base et puis faire des déplacements un peu logistiques à partir de ce camp de base, tout ça, ça va générer, dans le fond, plus de sites archéologiques que de groupes humains. Alors on a des éléments de comparaison modernes. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une variation énorme de la taille des territoires. Cette échelle, elle est logarithmique. Hein. Donc, chaque fois qu'on passe un échelon, on change d'un ordre de grandeur. Hein. Donc, on passe d'un facteur 10, 100, 1000, etc. Donc, une variation énorme. Donc, on a des groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des territoires qui sont assez petits, pratiquement de la taille qu'un groupe de chimpanzés occupe dans une forêt en Afrique. Et puis, à l'opposé, on a des groupes qui, pour leur subsistance, doivent parcourir des surfaces absolument considérables. Alors, l'exemple que j'aime bien citer, c'est celui des Nunamute qui vivaient en Alaska. Donc, ces gens-là, on a des informations qui remontent à la fin du XIXe siècle, mais ils ont été, étudiés même dans le XXe siècle, en particulier par un célèbre anthropologue américain qui s'appelait Binford. Donc ces gens-là, ils parcourent chaque année un territoire qui fait 64 000 km². Je ne sais pas si ça vous parle, 64 000 km², mais ça fait un rectangle de 100 km sur 640. Hein. Donc c'est un très très grand territoire. Hein. Et donc, voilà. Et la question maintenant, c'est comment on peut transposer ça dans le passé. Alors comment on apprécie la taille des... Alors vous voyez tout de suite, on va revenir là-dessus, que en fait ces variations de taille des territoires, elles dépendent essentiellement des conditions écologiques, c'est-à-dire soit on est dans des zones où la productivité primaire est très très importante, et donc beaucoup de monde peut vivre sur des territoires relativement petits, et puis plus on va aller vers des environnements où la capacité porteuse est faible, et là, plus on va avoir une dilution des populations humaines et puis une nécessité de se déplacer sur des très grands territoires. Alors comment est-ce qu'on peut apprécier justement ces déplacements au cours des temps paléolithiques? En gros, on a deux méthodes qui ont été utilisées beaucoup par les préhistoriens. Il y a une méthode qui est celle qui s'est développée le plus récemment, qui est fondée sur l'utilisation d'éléments traces qu'on va trouver dans les restes squelettiques humains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments traces? Eh bien, un élément comme le strontium, par exemple, va se retrouver
dans des formations géologiques, ça c'est la vallée de la Meuse en Belgique, eh bien, avec des rapports isotopiques très différents d'une formation géologique à une autre. C'est lié à la formation de ces roches. Et les populations qui vivent dans ces régions-là, eh bien, elles boivent l'eau qui est produite par les sources locales, elles mangent du gibier qui est le gibier local qui mange des végétaux qui poussent sur place. Bref, elles vont fixer dans leur squelette ces rapports isotopiques. Si vous buvez de la Volvic, évidemment, ça ne marche pas, hein, mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Alors, on va regarder dans un individu, alors c'est surtout évidemment quelque chose qu'on peut appliquer à des éléments, enfin à des spécimens qui ont une denture très très complète. On va regarder dent par dent quelle est la variation de ces rapports isotopiques du strontium. Et puis ensuite, on va comparer ça à ce qu'on trouve dans différentes formations géologiques. Et donc, on peut comparer notamment le taux de strontium, enfin plutôt le rapport isotopique du strontium qu'on trouve dans une dent qui se développe à tel ou tel âge chez cet individu avec ce qu'on connaît localement dans le site où on l'a découvert. Et grâce à ça, on peut suivre, en tout cas jusque vers une douzaine d'années, on peut suivre, dans le fond, l'évolution au cours du début de la vie de cet individu dans un certain paysage. Alors vous voyez là, par exemple, pour ce jeune néandertalien de Skladina, ben, on voit bien qu'il y a un moment de sa vie où il a vécu dans une région qui était avec un rapport isotopique du strontium assez différent. Alors on combine ça, on peut le combiner à d'autres isotopes, par exemple les isotopes de l'oxygène, qui vont donner des informations sur, par exemple, la distance par rapport à la mer, à l'océan. Et donc, en croisant plusieurs isotopes, parfois, on arrive à se faire une assez bonne idée d'un périmètre, enfin, d'une distance parcourue au cours de la vie d'un individu, avec plus ou moins de précision, justement en fonction de la variété des paysages géologiques qui environnent la découverte. C'est une méthode qui a été au départ beaucoup utilisée en préhistoire très récente, en proto-histoire, même pour les périodes historiques. Hein. Donc on arrive par exemple en archéologie des périodes antiques à dire, voilà, tel individu qui est enterré à Rome, ben, il venait de Germanie ou d'ailleurs. On a pour le néolithique, pareil, des gens qui sont trouvés à Stonehenge en Angleterre et on voit qu'ils viennent du continent. Toutes ces informations, on essaie de les exhumer pour la préhistoire lointaine. Alors, le problème avec cette méthode, c'est que ça nous dit quelque chose sur les déplacements individuels à l'échelle d'une vie. En tout cas, d'un morceau de vie très important, disons l'enfance, l'adolescence. Évidemment, comme on va le voir, les individus, ils ont quand même tendance parfois à changer de groupe. Bah, dans le fond, ça ne nous informe pas forcément sur la taille du territoire d'un groupe, parce que ces changements, ils peuvent être liés simplement au fait qu'un individu, à un moment donné, est passé d'un groupe à un autre. Alors la taille des territoires, peut-être ce qui nous informe le mieux de cette taille, c'est la façon dont les hommes ont utilisé des matières premières et comment ils se les sont procurées. Alors c'est essentiellement, évidemment, une méthode qu'on applique aux roches dures qui sont utilisées pour fabriquer des outils. Et les outils en silex ou d'autres roches dures, comme vous le savez, ne manquent pas dans les sites archéologiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand un groupe est installé quelque part, il va utiliser des matières premières qui se trouvent autour. Parfois, il va aller à une certaine distance
plus ou moins grande s'il a besoin d'une matière première particulière. Alors ça, c'est surtout vrai pour les périodes récentes de la préhistoire. Et puis, à un moment donné, ce groupe va partir quelque part, plus loin, à 10 km, à 20 km, et il va emporter avec lui des outils, des armes qu'il va transporter d'un site dans un autre. Et donc, on va trouver dans les sites archéologiques des roches qui ont été utilisées pour fabriquer des outils, qui sont des roches qui ne sont pas des roches locales. Alors, soit, encore une fois, parce que les hommes sont volontairement allés de façon logistique à distance se les procurer et sont revenus à la maison, si je peux dire, avec les matières premières qu'il leur fallait, ou simplement parce qu'au cours de ce cycle annuel, eh bien, ils ont emporté avec eux une partie de leur outillage, et puis évidemment cette trace se dilue au cours de ce cycle s'ils occupent plusieurs sites successivement dans un territoire. Alors, il y a pas mal de gens qui ont utilisé ces méthodes. Madame Féblot-Augustin, donc dans les années 80-90, était un peu pionnière. Voilà ce que ça donne, hein. C'est-à-dire, ici, c'est une comparaison entre l'Europe occidentale, sont les barres blanches, et puis l'Europe orientale, sont les barres noires. Alors, pour la fin du Paléolithique moyen et pour le début du Paléolithique supérieur, donc là, on est un peu avant 40 000 ans, et puis là, on est plutôt autour de 30 000, ou un peu moins même. Et vous voyez que ces hommes de Néandertal, alors d'abord, ce qu'ils utilisent comme roche, c'est essentiellement des choses qui viennent de 20 km autour de l'endroit où on a trouvé ces outils, mais on trouve des roches qui viennent de 50, 60, voire 80 km. Donc, ils nous donnent une idée un peu de la taille maximum de ce parcours. Et là, évidemment, c'est quelque chose de très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos des isotopes du strontium, parce qu'on parle vraiment d'un parcours annuel. C'est vraiment ce que les gens, un peu comme mes chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, un peu le parcours qu'ils doivent faire au cours de l'année. Vous voyez aussi une chose, c'est qu'il y a une différence entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. C'est-à-dire que quand on va en Ukraine ou dans des régions comme ça, eh bien, on a des distances qui sont beaucoup plus importantes dans ces parcours. Et ça, c'est lié probablement aux conditions climatiques, aux conditions écologiques, qui font que voilà, cette capacité porteuse dont je parlais tout à l'heure, elle est différente d'une région à une autre. Et puis aussi, dans les zones continentales, on va avoir des contrastes saisonniers qui vont être beaucoup plus marqués, et en particulier pendant les périodes froides, eh bien, cette nécessité de mouvement à une distance assez grande et beaucoup plus pressante dans ces régions-là. Donc voilà un exemple de ce parcours des matières premières dans le sud-ouest de la France. Vous voyez tout un réseau de parcours qui nous donne un peu une idée de ces circulations de matières premières. Alors avec le Paléolithique supérieur, on a toujours la même différence entre Europe occidentale et Europe orientale, mais surtout ce qui est frappant, c'est les distances qui sont parcourues par ces matières premières. Là, en particulier en Europe orientale, on a des distances qui vont très au-delà de 200 km, voire jusqu'à 400 ou 500 km. Hein. Donc ce sont des matières premières qui circulent beaucoup. Et on voit que, encore une fois, en Europe occidentale, dans le fond, probablement parce que les conditions de milieu le permettent, les déplacements de matières premières sont beaucoup moins importants. Soit dit en passant, cette comparaison, elle nous permet aussi de voir que c'est probablement bien le déplacement des groupes qui est en cause, plus que, j'allais dire, le voyage des matières premières elles-mêmes, parce qu'après tout, on peut aussi imaginer que des matières premières ont circulé d'un groupe à l'autre
et c'est particulièrement le cas dans les périodes très récentes de la préhistoire, hein, au néolithique, on a vraiment des centres de production de lames, de silex de très très bonne qualité qui sont exportés. Hein. Donc là, on ne parle plus de déplacement de groupe, on parle d'exportation de matières premières. Mais là, on a probablement encore affaire à la circulation de ces groupes. Alors une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut se faire donc une idée de la taille de ces groupes. Et voilà à nouveau un autre travail de Daniel Richter, où dans le fond, il s'est livré un exercice qui est un exercice assez, assez basique, qui consiste à dire, voilà, la taille de ces territoires, de ces chasseurs-cueilleurs, c'est quelque chose, dans le fond, une fois qu'on a compilé toutes ces données sur les matières premières, etc., qui varie entre, disons, un diamètre de 40 km et un diamètre de 200 km. Là, on est dans le monde des Néandertaliens, hein, on est au Paléolithique moyen. Et donc, combien de cercles de 100 km ou 80 km ou 40 km on peut placer dans le domaine géographique où on observe un certain type d'assemblage paléolithique. Par exemple, le moustérien de tradition acheuléenne, qui est un type de moustérien qu'on connaît essentiellement en France, un petit peu ailleurs. Et donc, en fait, vous voyez que sur un territoire comme ça, des cercles de 200 km, on ne peut pas en mettre beaucoup, en fait. Hein. Et donc, une fois qu'on a placé tous ces cercles les uns à côté des autres, qui représentent les territoires de groupes adjacents, eh bien, on peut se poser la question de savoir ces groupes, combien de personnes ils comportent. Et là, dans cette étude, Richter, il parle de l'hypothèse qu'on parle de bandes d'à peu près 25 personnes. Alors, il ne prend pas ça au hasard, hein, 25 personnes, c'est 25 individus, c'est une valeur assez faible, mais c'est une valeur qui est, j'allais dire, suffisante pour que le groupe subsiste, hein, parce que quand la taille du groupe descend trop, il risque de disparaître purement et simplement. Mais en même temps, comme on a affaire à des chasseurs-cueilleurs qui ont quand même une capacité limitée à extraire de l'énergie de l'environnement, eh bien, ce n'est pas des groupes de centaines de personnes qui habitent ensemble quelque part. Et alors, vous voyez qu'il arrive à des estimations, donc en fonction de la variation de ces paramètres, dans le fond, qui sont pas très éloignées de ce que je vous citais tout à l'heure dans les travaux de M. Biraben. Hein. C'est-à-dire que pour le moustérien de tradition acheuléenne, suivant la taille des territoires que l'on suppose, eh bien, on a pour le moustérien de tradition acheuléenne donc une variation entre à peine un peu plus d'une centaine d'individus, donc c'est vraiment pas beaucoup de monde pour un territoire comme ça, et puis quelque chose comme 3000 individus. Vous voyez, on retombe un petit peu sur cette notion que un territoire comme la France, des Néandertaliens, au Paléolithique moyen, il y en avait peut-être 3000 ou quelque chose comme ça, qui pouvaient vivre. Bon, il n'y a pas que du moustérien de tradition acheuléenne en France. Alors on peut aller plus loin dans ces estimations, dans les efforts qu'on peut faire pour ces estimations, en intégrant l'environnement, les conditions climatiques en particulier. Et je vous l'ai dit déjà, mais on sait qu'il y a une relation entre la densité de population et puis la productivité du milieu. Donc c'est assez clair, ça a été étudié dans des populations de chasseurs-cueilleurs, en particulier en Amérique du Nord, mais pas seulement. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir comment on peut intégrer ça dans nos estimations. Je mets quand même un bémol sur cette utilisation des données climatiques, environnementales. Pourquoi ? Parce que même quand on a une assez bonne connaissance des conditions climatiques sur la longue ou moyenne durée, c'est-à-dire, en gros, on sait qu'à telle période du Paléolithique moyen, le climat était plutôt plus froid, avec tel ou type de végétation ou tel autre.
Ce qui nous manque généralement, c'est quand même les fluctuations du milieu à très très courte échéance. Et on sait que ça a un impact très très fort sur les ressources du milieu. Voilà des courbes qui vous montrent les fluctuations de la taille des populations de rennes dans différentes régions, donc de Russie, du Groenland, du Labrador et de l'Alaska. Et vous voyez que ces populations de rennes, elles connaissent au cours de la fin du XIXe siècle et puis jusqu'au début du XXIe siècle, des fluctuations absolument spectaculaires. C'est-à-dire qu'en gros, alors on pense que c'est pour des raisons environnementales, climatiques, mais il y a eu des moments où ces rennes quasiment ont disparu. Hein, et enfin, dans certaines régions, on pensait qu'ils disparaissaient. Puis ensuite, les populations se sont mises à croître à nouveau. Donc ça a un impact direct sur les populations humaines. Par exemple, mes chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, au départ, c'est des chasseurs de rennes. Donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui les affecte. On voit d'ailleurs, parallèlement à ces fluctuations de taille des populations de rennes, on voit des fluctuations des populations de loups qui mangent les rennes, qui connaissent aussi des fluctuations comme ça très très importantes en fonction de la taille des troupeaux de rennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui probablement s'est passé aussi dans les temps paléolithiques. Et donc moi je suis toujours très sceptique quand je lis sous la plume de certains de mes collègues des digressions sur l'abondance du gibier disponible dans l'environnement, parce que dans telle couche archéologique, on trouve beaucoup d'ossements de rennes, par exemple. Hein. Ces couches archéologiques, elles représentent généralement plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'os de rennes dans un niveau archéologique que pendant 3000 ans, il y a eu des rennes tout le temps, quoi. C'est un petit peu le problème. Enfin, je reviens donc à la façon dont on peut utiliser ces données environnementales. Donc voilà un travail assez élaboré qui a été fait il y a quelques années par Jean-Pierre Bocquet-Appel sur le paléolithique supérieur européen. Et donc, avec plusieurs collègues, en particulier Pierre-Yves Demars, Bocquet a étudié la distribution des sites archéologiques connus en Europe. Alors encore une fois, là on fait l'hypothèse de départ qu'on connaît à peu près tout ce qu'il y a à connaître, hein. Mais bon, en Europe, on a quand même énormément prospecté et fouillé. Donc l'Aurignacien, début du Paléolithique supérieur, le Gravétien, le maximum glaciaire qui correspond à ce qu'on appelle le Solutréen, et puis le Tardiglaciaire, donc après le retrait des glaciers qui sont figurés par ces taches grises. Et vous voyez qu'il y a des changements dans la distribution des sites. Évidemment, pendant les phases les plus froides, il y a beaucoup moins de sites dans le nord et il y en a toujours dans le sud. Et puis aussi des fluctuations dans le nombre de sites. Vous voyez que le Tardiglaciaire, c'est un moment où on a énormément de sites. Et alors l'idée dans ce travail, ça a été dans le fond d'utiliser non pas directement le nombre de sites en faisant des hypothèses sur combien d'individus vivent dans tel site et sur tel territoire, mais plutôt d'utiliser justement ces tendances à l'augmentation ou à la diminution du nombre de sites comme un indicateur de l'évolution de la population. Et donc, ce que ces chercheurs ont fait dans cette étude, ça a été de partir de conditions qu'on va appeler des conditions moyennes. Et ces conditions moyennes, c'est... Alors, j'ai appelé ça un épisode chaud du stade isotopique 3. Alors, entendons-nous bien, hein, c'est pas chaud, hein, c'est moins froid que d'habitude. Donc, un épisode relativement clément du
du stade isotopique 3. On a des reconstitutions pour ce moment précis des paléotempératures, la température annuelle moyenne, température d'été, température d'hiver, etc. Donc tout ça, ça a été modélisé. Et puis à partir de ça, on peut aussi établir une carte de la productivité des différentes zones géographiques. Et alors, en utilisant cette carte de productivité, on peut, comme le faisait Biraben, aller trouver des populations de chasseurs-cueilleurs récentes qui ont vécu dans des environnements similaires. Et à partir de là, on peut, pour ces différentes périodes, reconstituer des cartes de densité de population. Donc en gros, on extrapole pour une certaine région en utilisant les densités de population issues de ces comparaisons. Et puis surtout, on intègre les variations du nombre de sites qu'on a observés, c'est-à-dire est-ce que dans le fond, ces populations, elles sont en croissance ou en décroissance. Donc à partir d'une estimation moyenne, on calcule quelle est la population, la densité de population qui correspond à cette situation moyenne, et puis ensuite on va l'augmenter ou la diminuer en fonction du nombre de sites qu'on a comptés pour différentes périodes. Et voilà les résultats auxquels sont arrivés Bocquet-Appel et ses collègues. Pour l'Aurignacien, le Gravétien, le maximum glaciaire et le tardiglaciaire. Vous avez ici... Alors, Bocquet-Appel, c'était un fanat statistique, donc vous avez tout ce que vous voulez dans ses travaux en termes d'estimation, de minimum, de maximum, d'intervalle de confiance, etc. On va regarder juste l'estimation moyenne, parce que le minimum et le maximum sont très éloignés. Mais vous voyez qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire pour le début du Paléolithique supérieur, pour l'Aurignacien, ils arrivent à une estimation, pour l'Europe, de 4424 individus. Il faut bien voir ce que ça représente, 4400 individus. C'est un gros village dispersé sur un territoire absolument gigantesque. Alors évidemment, ce qui est un petit peu... ce qu'on a toujours un peu de mal à expliquer au public ou aux étudiants, c'est que aujourd'hui, on a une dispersion de la population en Europe qui est relativement, continue. Il n'y a pas vraiment de zone déserte, complètement déserte en Europe. Ce n'est pas le cas pour les temps paléolithiques. Il ne faut pas imaginer les temps paléolithiques avec un peuplement continu qui couvre tout le territoire, même de façon très diluée. En fait, il y a, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces cartes, des zones de concentration où il y a, la plupart des gens habitent là parce que c'est là que les conditions sont les plus favorables, et des grandes régions où probablement il n'y a quasiment personne, ou des incursions plus ou moins fréquentes des gens qui habitent dans les zones les plus densément peuplées. Donc vous voyez que c'est vraiment seulement au tardiglaciaire, c'est-à-dire après le retrait des glaciers, à la fin du stade isotopique 2, que là on a vraiment une augmentation très importante de la population. Et donc c'est un peu ce qu'on voyait sur les courbes de Biraben aussi, c'est-à-dire le Paléolithique supérieur, lui il plaçait ça un petit peu plus tôt, mais le Paléolithique supérieur, c'est une période où on a une augmentation importante de la population. Après, dans le fond, une sorte de long plateau pour le Paléolithique moyen et même le début du Paléolithique supérieur. J'ai parlé tout à l'heure de génétique en vous disant qu'on pouvait aussi utiliser des informations génétiques ou paléogénétiques pour estimer les populations du passé. Là, je vais passer assez vite parce que, en fait, ce que les généticiens font, c'est qu'ils utilisent un paramètre qu'on appelle la taille de la population effective pour avoir une idée des fluctuations démographiques du passé. Alors, c'est quoi la taille de la population effective ?
En fait, j'allais dire, le terme même de taille de population effective est un petit peu trompeur, parce qu'en fait, la population effective, c'est quoi? C'est le nombre d'individus qu'il faut dans l'ascendance d'un groupe d'individus qui se reproduisent entre eux pour expliquer la variabilité génétique qu'on observe à un moment donné. D'accord? Alors, en fait, c'est plus une mesure de la variabilité génétique que vraiment de la taille de la population. Parce que, d'abord, dans une population naturelle, tous les individus n'ont pas de descendance forcément. Donc, et même, j'allais dire, on a beaucoup qui n'ont pas de descendance. Donc, déjà, si on prend en compte que les individus qui ont une descendance dans le présent, eh bien, on voit tout de suite que la taille de la population effective va être beaucoup plus faible que la taille de la population réelle. D'accord ? Mais là encore, la question, c'est comment, à partir de la taille de la population effective, on peut estimer la taille de la population réelle. Pour vous donner un ordre d'idée, les chimpanzés, on pense que au mieux de leur forme, si je peux dire, au moment où il y en avait partout où il pouvait y en avoir en Afrique, on pense que c'est quelque chose comme 300 000 individus. La taille de la population effective, on peut la calculer en regardant le génome de ces chimpanzés, c'est 60 000. D'accord ? Vous voyez, c'est un facteur de 5 entre la taille de la population effective et puis la taille réelle. Pour les hommes ont une variabilité, les hommes actuels ont une variabilité génétique beaucoup plus faible que celle des chimpanzés. Et on a eu des estimations de la taille effective de la population pour les hommes, tous les hommes vivant hors d'Afrique, de l'ordre de 10 000 ou 15 000 individus. Et d'ailleurs, on a déduit de ça qu'il y avait probablement une espèce de goulot d'étranglement quelque part au moment de l'expansion, enfin avant l'expansion de notre espèce sur la planète. Donc du coup, là, évidemment, pour les hommes actuels, on parle de milliards d'individus aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une déconnexion très très forte entre la taille de la population effective et la taille réelle. Alors malgré tout, voilà ici un travail qui a pris en compte les données paléogénétiques, donc la variabilité qu'on connaît chez les Denisoviens, chez les Néandertaliens, pour calculer des tailles de population effectives comparées à celles de population actuelle. Et là encore, vous voyez qu'on est dans des tailles de population effectives de quelques centaines d'individus. Pour les Néandertaliens de l'Altaï, les Denisoviens, bon, on est un peu au-delà de 2000, donc des chiffres quand même très très faibles. Mais encore une fois, je vous mets un peu en garde là-dessus. Taille de population effective, c'est pas vraiment la taille de la population réelle. Alors, ensuite, il y a un autre. Alors, les généticiens aiment beaucoup ça, la taille de la population effective. On utilise aussi le degré d'hétérozygotie observé dans les individus, fossiles ou actuels, pour remonter dans le passé et estimer les fluctuations dans le passé de la taille de la population effective. Ouais, ça, c'est des courbes qui ont été établies. Alors, cette courbe rouge et cette courbe noire sont les Néandertaliens et les Denisoviens de l'Altaï, et puis toutes ces courbes multicolores sont des populations actuelles. Et bon, vous voyez qu'on voit des périodes où il y a une espèce de creux dans cette taille de population effective. Alors, est-ce que c'est vraiment des périodes de décroissance démographique, de goulot d'étranglement? On n'en est pas très sûr, parce qu'on sait que d'autres facteurs que la taille de la population réelle affectent la taille de la population effective. Et en particulier, bon, il y a quelques années, avec un jeune chercheur qui était dans mon département à Leipzig, on avait produit une modélisation qui montrait que quand on avait affaire à des populations qui avaient une structure, eh bien, cela pouvait affecter la taille de la population effective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de structure de population ? Bien,
Je reprends mes chimpanzés. Les chimpanzés, je vous ai expliqué que les femelles chimpanzés, quand elles étaient jeunes, souvent elles quittaient leur groupe pour aller rejoindre d'autres groupes. Et dans le fond, elles font ça de façon, j'allais dire, presque aléatoire. Hein. Elles vont chez les voisins. Bon. Et puis, donc, c'est une espèce de diffusion comme ça, homogène, avec des flux géniques qui partent un petit peu dans toutes les directions. Vous voyez bien que quand il s'agit des hommes, surtout d'hommes récents, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les échanges d'individus entre groupes, eh bien, ils vont être biaisés par exemple, l'appartenance à un groupe, le partage d'une langue, le partage d'une religion, des choses comme ça. Et plus on ajoute des critères comme cela, et plus ça va affecter la taille de la population effective, sans que forcément la taille de la population totale, hein, métapopulation, fluctue énormément. Hein. Alors qu'en est-il donc de ces populations de chasseurs-cueilleurs? On aimerait bien savoir quelle est leur pyramide des âges. Alors on a des pyramides des âges de chasseurs-cueilleurs récents. Là il s'agit de populations de pygmées. Alors, soit en passant, ces pygmées kola ou punan sont des populations qui sont déjà semi-sédentaires. Hein, c'est pas, le problème, c'est que des vrais chasseurs-cueilleurs, il n'y en a plus. Hein, enfin, très très peu. Hein. On a souvent parlé des Hadza, par exemple. Vous savez, les Hadza, je crois qu'il en reste 1 millier à peu près. Sur le millier, je crois qu'il y en a 300 qui vivent à peu près traditionnellement. Hein. Donc, à l'échelle de la population mondiale, bon. Ces populations donc, de chasseurs-cueilleurs, elles ont des pyramides des âges qui sont de ce style-là, c'est-à-dire très larges à la base, et puis avec quand même peu d'individus qui atteignent un âge très élevé. Je crois que chez les kolas, il y a 2% seulement de la population qui passe 65 ans. Hein. Donc, c'est pas beaucoup de monde. Et puis surtout, il y a une mortalité infantile qui est très très forte. Hein. Beaucoup d'enfants, enfin, il y a beaucoup d'enfants qui meurent en fait. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Donc, on aimerait évidemment pouvoir reconstituer ces paramètres pour le passé plus ou moins lointain. Alors, en théorie, et on a longtemps cru qu'on pouvait le faire, on peut utiliser des indicateurs d'âge pour reconstituer des structures de population passées. Donc on utilise des critères, enfin on a utilisé des critères ostéologiques, des déterminations de l'âge qui sont par exemple utilisées en médecine légale, hein, qui sont des choses qui sont assez courantes. Là, je vous ai indiqué 3 critères osseux, mais il y en a d'autres. Hein. C'est pas exhaustif, mais ceux-là, ils sont assez connus et vulgarisés, si je peux dire. Alors, les sutures crâniennes, la synostose des sutures crâniennes, les os du crâne se soudent progressivement au cours de la vie, et ils se soudent par sections successives. Alors, la première fusion, c'est la suture métopique. Alors là, ça se passe quand on est enfant, hein, même petit enfant. Et puis ensuite, pour les autres sutures crâniennes, ça va se poursuivre tout au long de la vie. Donc on a des tables qui ont été établies à partir de séries d'âges connus où les gens ont fait des statistiques sur ces fusions. Mais, je vous l'ai dit, il y a d'autres critères squelettiques. Par exemple, la symphyse pubienne présente des tubérosités, donc les deux os du pubis, à l'endroit où ils sont confrontés, eh bien, présente une forme qui va varier au cours du temps. Alors, chez les hommes et chez les femmes, alors c'est lié à des contraintes mécaniques. Chez les femmes, c'est lié aussi aux grossesses, enfin à l'accouchement surtout. Et donc, on a, entre guillemets, j'allais dire une détérioration, enfin disons un changement d'aspect de ces surfaces. Et puis il y a d'autres articulations, par exemple l'articulation entre
l'articulation entre la première côte et la clavicule. Pareil, on a des modifications de la tête de la côte. On peut utiliser aussi la densité osseuse dans les têtes de certains os longs, comme l'humérus, enfin, etc., etc. Donc, on a utilisé tout ça, mais vous allez voir que l'utilisation de ces critères pose un certain nombre de problèmes. Et d'abord, pose un problème quand on va vouloir l'appliquer à des formes qui ne sont pas justement des hommes modernes, qui ne sont pas des populations actuelles, mais qui sont des populations du passé. Vous vous souvenez que, à propos des Néandertaliens, je vous ai expliqué que quand on regardait les microstructures dentaires, qu'on comptait les couches d'accrétion d'émail, eh bien, on se rendait compte que la formation dentaire chez les Néandertaliens était plus rapide que chez les enfants actuels, les hommes actuels, sans qu'on sache pour l'instant très bien si c'est juste les dents qui se développent plus vite ou si c'est l'ensemble, dans le fond, du développement qui est un peu accéléré chez les Néandertaliens. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, un enfant qui, si on regarde simplement le stade d'éruption dentaire, devrait avoir 10-11 ans, eh bien, quand on compte ces microstructures dentaires, on se rend compte qu'il est mort à 8 ans. C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos du strontium. Voilà un autre néandertalien qu'on a appelé l'adolescent du moustier, donc, auquel on a donné un âge de 16 ans parce qu'il a une dent de sagesse qui est sortie, qui est formée. Les stries d'accrétion dentaire montrent que probablement il est mort autour de 12 ans. Donc vous voyez, ça nous dit que déjà pour des enfants pour qui normalement on a énormément de critères de détermination de l'âge, notamment avec la formation dentaire, il y a une incertitude, mais alors pour les adultes, là c'est bien pire évidemment. C'est-à-dire les critères que je vous ai montrés, par exemple les fusions, les synostoses des sutures crâniennes, on peut vraiment, à juste titre, se poser la question de savoir si on peut les utiliser pour des formes anciennes. Ensuite, il y a un autre problème qui est un problème de biais de l'information. Alors, il y a un article qui a été écrit, qui est très connu par les gens qui font de la paléodémographie, qui a été écrit par justement Bocquet-Appel et Claude Massé, je crois que c'est en 1982. Cet article s'intitulait Farewell paléodémographie. Donc, c'est écrit par des paléodémographes, donc, qui disaient adieu à la paléodémographie. Parce qu'en fait, dans cet article, ce que Bocquet et Masset montraient, c'est que, dans le fond, pour utiliser ces critères que je vous ai indiqués, eh bien, en fait, il faudrait avoir des critères pour arriver à une reconstitution des populations. Il faudrait avoir des critères qui soient corrélés à l'âge de façon très très forte, avec des coefficients de corrélation de l'ordre de 0,9. Ça n'existe pas. La corrélation entre les sutures crâniennes et puis l'âge réel des individus, c'est des corrélations autour de 0,6, 0,65, des choses comme ça. Donc c'est corrélé, mais assez vaguement. Ensuite, il faudrait avoir, alors on peut utiliser différents estimateurs de l'âge, utiliser des statistiques assez sophistiquées, mais il faudrait avoir des cimetières avec au moins 1 millier d'individus, quelque chose comme ça. Et puis surtout, il faudra avoir des cimetières où on a tout le monde, d'accord ? Et voilà, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est très très difficile de faire de la paléodémographie. Et ce que montrait très bien dans ce travail Bocquet et Masset, c'est que en fait, quand on utilise ces méthodes, eh bien, en fait, les résultats sont biaisés par la série de références que l'on prend. C'est-à-dire que si on prend une série de comparaisons qui est, je ne sais pas, un cimetière parisien où on a des squelettes, des crânes, et puis on a les noms des gens et puis l'âge de leur mort,
ou si on prend un cimetière militaire où c'est que des jeunes individus qui sont enterrés, en plus que des hommes, eh bien, en fonction de la référence que l'on prend pour établir la structure d'âge d'une population inconnue, enfin, des restes archéologiques, ben dans le fond, on va obtenir une estimation qui est un point intermédiaire entre la vraie structure d'âge de la population inconnue et puis la population de référence. Donc, si on prend une population de référence très âgée, on va biaiser vers des âges avancés, et si on prend une population de référence mort jeune, on va biaiser vers des âges jeunes. Donc, en gros, la conclusion de leur article, c'était il faut trouver autre chose parce que, dans le fond, ces critères ne marchent pas. Alors, je vous parlais donc de biais dans l'utilisation de ces critères. Il y a un autre biais, alors là, qui est assez terrible dès qu'on remonte dans le passé lointain. Là, je ne vous parle plus de cimetières néolithiques ou de choses assez récentes. Mais disons, quand on va regarder, je ne sais pas, les Néandertaliens, par exemple, eh bien, on se rend compte que, dans le fond, la question qui se pose, c'est si on veut reconstituer la structure de la population, la mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance, etc., eh bien, il faudrait avoir tous les individus qui sont morts, hein, idéalement, enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre eux. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et en particulier, ça c'est un autre travail d'ailleurs dont la référence manque, mais qui est de Bocquet et Arsuaga sur une série qui est la plus grande série qu'on connaisse de Néandertaliens anciens découverts ensemble dans un site, qui est la série de Cima de los Huesos à Atapuerca. Donc là, on a 28 individus qui sont trouvés dans un niveau j'allais dire paléontologique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archéologie en fait. On pense qu'ils sont entre guillemets contemporains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont contemporains à l'échelle d'une année ou de plusieurs dizaines d'années? On ne sait pas trop, mais on a toute une série d'individus. Et en utilisant les critères que je vous ai décrits tout à l'heure, eh bien, on peut essayer de faire des groupes d'âge. Alors, vous voyez, ils ont quand même été très prudents parce qu'ils ont renoncé à identifier l'âge des adultes au-delà de 30 ans, parce qu'il y a trop d'incertitudes sur ces critères. Mais en séparant, disons, les plus de 30 ans, puis ensuite en faisant des tranches d'âge entre, disons, des jeunes adultes, des adolescents, des enfants, ils montrent qu'il y a une représentation des différentes tranches d'âge qui est connue dans aucune population vivante que l'on connaisse. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucun enfant, quasiment, très très peu, il y en a 2 qui ont entre 0 et 4 ans. Il n'y a pratiquement aucune personne au-dessus de 30 ans. Donc, la masse de la population trouvée dans cette accumulation, c'est des individus qui ont, la grande majorité, ils ont entre 15 et 19 ans. Hein. Donc, essentiellement, des très jeunes adultes qui sont représentés dans cet ensemble. Alors, non seulement, évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'on connaît dans des populations vivantes, mais même quand on compare cela, si on prend tous les fossiles de Néandertaliens qu'on connaît, qu'on détermine leur âge, vous allez le voir dans un instant, là aussi, il y a probablement un biais de représentation, mais quand même, il y a une différence très très forte avec ce qu'ils ont observé dans ce site d'Atapuerca. Et donc, dans cet article, ils arrivent à la conclusion que... alors, ils sont 2 auteurs, hein, Bocquet-Appel et Arsuaga. Donc, Arsuaga et son équipe d'Atapuerca, ils ont depuis longtemps développé un modèle suivant lequel à Atapuerca, ces individus ont été volontairement jetés dans cette cheminée hein, qui se termine sous terre assez profond. Donc à ce moment-là, ça peut être un choix des individus, c'est une forme de rite funéraire, mais pas pour n'importe qui, pour certains individus, donc des jeunes adultes essentiellement,
Bocquet, lui, pensait que c'était en fait les restes un ensemble mortuaire issu d'un épisode catastrophique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un épisode catastrophique? Ça veut dire, par exemple, une famine. Donc quand il y a une famine, ceux qui meurent d'abord, c'est les enfants, et puis les personnes âgées. Et ceux qui survivent le plus longtemps, c'est eux, c'est les jeunes adultes. Et alors, au bout du bout, c'est les derniers qui meurent, et donc on peut avoir une accumulation, on connaît ça dans des cas historiques, une accumulation de jeunes adultes qui sont les derniers survivants d'un épisode de catastrophe. Voilà, alors quelle que soit la raison, vous voyez que c'est assez difficile de reconstituer à partir de quelque chose comme ça une structure démographique. Alors il y a un travail qui avait été fait par Eric Trinkaus il y a pas mal d'années de ça, qui lui alors avait pris l'ensemble des Néandertaliens qu'on connaissait, donc c'est pas juste un site, c'est tout ce qu'on connaît, et il avait comparé ça avec des populations de chasseurs-cueilleurs ou d'horticulteurs, enfin, donc pas vraiment des vrais agriculteurs. Et il trouvait, et je trouve que c'est quand même intéressant parce que là c'est difficile d'imaginer que tous les Néandertaliens sont morts, tous ceux qu'on connaît à l'état fossile, à l'issue d'épisodes catastrophiques, comme des famines ou des choses comme ça. Mais vous voyez que quand on compare ces graphiques, on retrouve un petit peu ces mêmes lacunes que ce qu'on observait à Atapuerca, c'est-à-dire il manque des enfants, et puis alors surtout il manque des personnes adultes âgées. Enfin, quand je dis âgées, c'est plus de 30 ans, donc modérément âgées. Alors, Trinkaus, il dit, les enfants, alors ça, c'est pas nouveau, pour des périodes, un peu pour toutes les périodes du passé, les enfants, on les trouve pas. On n'en trouve pas beaucoup, soit parce qu'ils se conservent pas bien, soit parce que, dans le fond, on a tendance à moins, dans le passé, les enterrer que les adultes. Donc, il manque des enfants. Et alors, les personnes, disons, au-dessus de 30 ans, on ne sait pas trop pourquoi elles manquent. Alors, soit parce qu'il y a vraiment une espérance de vie qui est vraiment courte, ou alors c'est lié au comportement, par exemple à la mobilité de ces groupes. En gros, Trinkaus dit, comme ils se déplacent tout le temps, à un moment donné, les vieux, ils les laissent quelque part et puis ils continuent. Et c'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans les sites d'habitat, là où il y a des sépultures, des choses comme ça. Alors, ce qui a été, devant toutes ces difficultés, ce que certains chercheurs ont tenté de faire, et c'est quelque chose qui a été poursuivi dans plusieurs études, c'est au lieu d'essayer désespérément de reconstituer l'âge au décès des individus, c'est plutôt de regarder quelque chose qui est facile à établir, c'est la proportion des adultes sur les non-adultes, par exemple. C'est-à-dire, ça, on sait faire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, les individus qui ont, par exemple, une M3 qui n'est pas encore complètement sortie, donc depuis la naissance jusqu'à 18-19 ans, et puis on va comparer ça à l'ensemble des individus qu'on a. Alors, Bocquet, en particulier, a utilisé cette méthode pour révéler une transition démographique un petit peu comme celle dont je vous parlais au début de mon exposé. Donc, en regardant cette proportion alors, il élimine les tout jeunes enfants parce que ceux-là, on ne les trouve pas ou on les trouve très très peu. Alors, il a regardé 133 cimetières autour de la transition entre un mode de vie de chasseur-cueilleur et un mode de vie d'agriculteur. Alors,
ça, c'est une date qui varie en fonction des zones géographiques. Hein, donc là, c'est pas seulement l'Europe, hein, c'est tout l'hémisphère nord. Donc, il prend une ligne 0 pour cette transition et il aligne tout le monde là-dessus. Et ce qu'il montre dans cette étude, et c'est une étude qui a connu un grand succès, qui a été appliquée dans des tas de régions du monde, c'est que, en fait, cette proportion des enfants, entre guillemets, ou des adolescents sur l'ensemble de la population, eh bien, elle fait un bond juste après cette transition vers le néolithique, c'est-à-dire vers le passage à l'agriculture. Et en gros, il se passe quoi? C'est un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de la transition démographique que tous les démographes connaissent et qui se passe maintenant, c'est-à-dire un décalage entre un changement du taux de natalité et puis un changement du taux de mortalité. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que dans les sociétés modernes, on mourait moins quand on était enfant. Et puis après, au bout d'un moment, les progrès médicaux s'accumulant, on passe en plus à des méthodes de contraception de plus en plus perfectionnées, et donc la natalité baisse aussi. Là, c'est le contraire, c'est la natalité qui explose, hein, donc la fécondité féminine, au moment du passage à l'agriculture, augmente énormément pour des raisons de, en gros, la capacité porteuse est beaucoup plus importante, donc une surface déterminée peut nourrir beaucoup plus d'individus. Et puis il va y avoir aussi une augmentation de la mortalité, liée en particulier au développement d'épidémies qui sont liées à la sédentarité, à la présence d'animaux domestiques, etc. Mais comme il y a un décalage d'à peu près 1000 ans entre l'explosion de la natalité et puis l'augmentation de la mortalité dans ces groupes-là, eh bien, ça provoque une explosion démographique. Donc, on pense que, Biraben avait estimé qu'à la fin des temps des chasseurs paléolithiques, la planète comptait peut-être 6 millions d'habitants. Eh bien, juste après, ça va être le départ de cette courbe qui mène jusqu'au futur 10 milliards d'hommes sur Terre qu'on va connaître. Peut-être pas nous, mais les générations qui nous précèdent, qui nous suivent. Donc, voilà, cette idée de prendre un pourcentage de jeunes ou de vieux et de les comparer à l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui a été suivi par d'autres chercheurs. Donc ça, c'est une étude où on a essayé de... Alors là, sur vraiment les populations dominines anciennes, hein, Australopithèque, Homo erectus, etc. Au lieu d'essayer de déterminer un âge au décès, on a plutôt utilisé à partir de l'usure dentaire des classes d'âge, hein, c'est-à-dire, voilà, on regarde à quel niveau d'usure se trouve la M3 par rapport aux autres, et puis on a des catégories, alors entre guillemets, de plus jeunes, où seule on a encore des dents déciduales. Ensuite, on a des dents où on a la M1 qui est là, mais qui est usée, mais pas la M3, et puis ensuite des individus où on va voir la M2, la M3 utilisée. Et ensuite, on peut, grâce à ça, encore une fois, dans le fond, c'est plus modeste, mais on peut comparer la proportion d'individus d'une classe par rapport à ce qu'on observe dans la population précédente ou suivante. Donc, dans ce travail qui a été fait par Rachel Kaspari, voilà une comparaison entre les premiers homos et les australopithèques. Donc ça, c'est la proportion d'individus, entre guillemets, plus âgés comparés au reste de la population. Vous voyez que les premiers homos, il y a une proportion plus élevée que ce qu'on observe dans une population d'australopithèques qui est simulée par rééchantillonnage pour obtenir le même nombre d'individus que dans la population qu'on étudie. Pareil entre néandertaliens et hommes du Pléistocène inférieur et moyen. Donc manifestement, il y a une augmentation de la longévité. Mais vous voyez que quand on fait la comparaison entre néandertaliens et hommes modernes du Paléolithique supérieur,
et bien là, on voit que les hommes du Paléolithique supérieur, donc des Homo sapiens, ont vraiment une espérance de vie qui semble bien plus importante que celle qu'on trouve chez les Néandertaliens, que ce soit sépulture ou hors sépulture. Et donc dans ces travaux, en fait, ce qui est suggéré, c'est qu'en fait, c'est seulement avec l'apparition d'Homo sapiens modernes du Paléolithique supérieur qu'on commence à avoir des vrais vieux, si je peux dire, dans les populations de chasseurs-cueilleurs. Avant, il n'y en a pas. Et ça rejoint un petit peu, dans le fond, tout ce que je vous ai dit sur les Néandertaliens et ce que, Trinkaus ou d'autres ont trouvé. Alors, pour finir, je voudrais vous dire un mot de l'utilisation de la génétique. Alors, non pas pour reconstituer la taille des populations, mais pour reconstituer des comportements. Et là, il y a vraiment un papier formidable qui a été publié récemment. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mes références disparaissent à chaque fois. Ça, c'est vraiment très, très inquiétant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un papier qui a été publié cette année dans Nature. Et c'est l'étude d'une série de Néandertaliens qui vient d'un site de l'Altaï qui s'appelle Chagirskaya. Et dans ce site, on a une accumulation d'ossements qui présente un ADN très très bien conservé. Et donc on a pu séquencer le génome de tous ces Néandertaliens qui viennent de ce site. Et ce qu'on voit d'abord, c'est qu'ils semblent être vraiment, entre guillemets, contemporains. Notamment, on a pu identifier le génome d'un père et de sa fille dans le même niveau archéologique. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, ou d'autres individus qui sont très très proches les uns des autres. Et puis, ce que montre donc ce travail, c'est d'abord que ces individus sont très très proches, sont reliés entre eux, et probablement représentent un tout petit groupe. On a en particulier montré que quand on regarde le degré d'homozygotie entre les génomes de tous ces individus, on trouve des indices qui sont comparables à ce qu'on observe chez les gorilles de montagne. Donc les gorilles de montagne, d'abord ils ne sont pas nombreux, puis c'est des petits groupes qui vivent 15-20. Et donc c'est ce genre de structure de population probablement qu'on a chez ces Néandertaliens et qui est très très différent de ce qu'on a évidemment dans des populations plus récentes. Alors cette petite taille de population, on l'avait déjà suspecté dans l'étude du génome d'autres individus. Ça, c'est un Néandertalien de l'Altaï où on a pu établir les relations de parenté entre les parents. Vous voyez que ce sont un père et une mère qui sont très très proches. Et tout ça, ça nous pose dans le fond la question de la mobilité des individus d'un groupe à l'autre. Vous vous souvenez que c'est quelque chose qui était une question très très centrale quand on a parlé de la reproduction chez différents groupes de primates. Pourquoi ? Parce que dans le fond, d'abord il y a cette question de la consanguinité qui oblige d'une certaine façon alors c'est pas un impératif culturel, mais c'est vraiment un impératif biologique qui impose la mobilité des individus. Et puis un autre problème qui se pose quand on a des toutes petites populations comme celle que je viens de décrire, c'est que le sexe ratio à la naissance, qui peut varier quand même assez considérablement quand on a un tout petit nombre de naissances, crée une répartition des âges à l'intérieur d'un petit groupe qui fait qu'à un moment donné, ce petit groupe peut simplement disparaître parce qu'il n'y a pas, dans une classe d'âge déterminée, assez d'individus de l'autre sexe pour qu'on se reproduise. Donc, en gros, dès qu'on descend dans des tailles de groupes vraiment très petits, eh bien, il y a une nécessité absolue d'aller chercher des individus de l'autre sexe dans d'autres groupes.
Et donc, on a cette mobilité obligatoire. Et alors, justement, à Chagiarskaya, c'est quelque chose qu'on a pu montrer. Là, ici, vous avez alors, on va appeler ça la variabilité de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y. Ce qui est en bleu ici, à l'extrême, c'est Chagiarskaya, qui est comparé encore une fois aux gorilles de montagne, et puis ensuite à d'autres groupes d'hommes fossiles. Alors, cette variabilité, elle est exprimée ici en temps de coalescence, c'est-à-dire en gros deux haplotypes différents du chromosome Y. Combien de temps dans le passé il faut remonter pour que ces deux lignées se rejoignent? En fait, c'est une autre façon d'exprimer, encore une fois, le degré de différence entre ces différentes lignées. Et ce que vous voyez donc dans ce schéma, c'est que la variabilité de l'ADN mitochondrial, qui est donc un ADN qui est transmis par les femmes à leur descendance, c'est une variabilité qui est bien plus importante que la variabilité du chromosome Y, qui est très très faible. Donc le chromosome Y, lui, est transmis que par les hommes à leurs descendants mâles, l'ADN mitochondrial par les femmes à tous leurs descendants. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette grande différence entre la variabilité du chromosome Y et la variabilité de l'ADN mitochondrial? Ça veut dire que ces néandertaliens qui vivent dans un petit groupe qui est de la taille d'un groupe de gorilles de montagne, eh bien, c'est un groupe qui est formé par des mâles qui sont apparentés, cousins, demi-frères, choses comme ça, mais les femelles, ils vont les chercher ailleurs. Et alors, on ne sait pas comment, mais soit il y a des échanges avec les groupes qui sont autour, soit elles partent toutes seules, soit ils vont les chercher. Mais en tout cas, il y a une mobilité, un peu comme ce qu'on avait observé chez les chimpanzés. Alors évidemment, quand ça a été publié, tout le monde s'est précipité pour dire c'est formidable parce que les Néandertaliens, eh bien, ils ont un comportement comme les hommes modernes. Parce que chez les hommes modernes, il y a aussi une mobilité qui est essentiellement une mobilité dans les sociétés traditionnelles, essentiellement une mobilité des femmes. Donc les groupes sont généralement des sociétés patrilocales, sont les femmes qui viennent vivre dans le groupe de leurs compagnons, en oubliant que c'est aussi le cas chez les chimpanzés, c'est peut-être quelque chose qui est absolument, ancien et naturel chez les hominines. Alors reste à savoir, évidemment, encore une fois, comment cette circulation s'opère. Est-ce que c'est, dans le fond, comme dans les sociétés humaines modernes, le ciment d'un réseau de relations entre les groupes? Dans le fond, le mariage, c'est essentiellement ça, c'est une alliance entre des familles au départ, ou est-ce que ça se passe autrement? Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois.